Alors, on va attendre un petit peu, mais pour commencer, peut-être ce qu'on peut faire, c'est se présenter rapidement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la joie, la chance d'accueillir David. David, qui est donc du coup C'est de la Cité réciproque, de hein. Gestion. Eh ben, écoute, je te remercie. David, du coup, tu es de la Cité de Gestion Remake Live. Vous avez fait une entrée absolument fracassante dans les classements SCPI l'an dernier en arrivant en pole position dès votre première année sur la performance avec 7,64% de performance en 2022. Est-ce que peut-être tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi pour commencer, le temps également que les participants puissent rejoindre le webinaire. Bien sûr. Merci Clément, en tout cas, de cette introduction. Alors, c'est vrai qu'on est une jeune société de gestion chez Remake Asset Management, mais qui dit jeune ne dit pas forcément inexpérimenté, puisqu'on est un peu des vieux briscards de l'immobilier, puisque c'est une société de gestion qui a été fondée par Nicolas Kert et moi-même. Donc, on est deux cofondateurs de cette société de gestion qui a commencé avec 8 personnes. On est déjà 14. Donc, on a été assez vite, puisqu'on a eu l'agrément de la société de gestion en décembre 2021. On a eu le visa de l'autorité des marchés financiers pour lancer la SCPI en mars 2022, et puis les premiers référencements en contrat d'assurance vie en tant qu'unité de compte immobilière en juin, avec l'obtention du label ISR entre les deux en mai. Une accélération assez forte, puisque là, on relevait les compteurs hier, on a atteint 300 millions d'euros de capitalisation, donc en 15 mois, ce qui est assez rapide. Et l'an dernier, une très belle performance, puisqu'on a eu un taux de distribution de 7,64%. Et cette année, on a effectivement des ambitions de taux de distribution extrêmement importantes aussi, puisque on devrait terminer l'année entre 7 et 7,5% de taux de distribution, donc ce qui est quand même assez considérable dans le marché actuel. Alors, c'est pas une performance qui vient de nulle part, puisque voilà, on est toute une équipe qui a entre 10 et 20 ans d'expérience dans la gestion de SCPI, dans la gestion de produits financiers immobiliers, sous-jacents immobiliers. Donc, on connaît ça par cœur, hein. Moi, j'ai commencé à investir à l'étranger en immobilier en 2005, donc ça fait un bout de temps qu'on est effectivement là-dessus. Ce qui explique aussi un petit peu pourquoi on a été en capacité d'aller aussi vite sur ce véhicule, parce que petite équipe, mais commando. Donc voilà, donc on avance vite, on va vite, on est ambitieux, et on est ambitieux pour nous et pour nos clients. Eh bien, écoute, félicitations. Alors, aujourd'hui, ce qui nous réunit finalement, c'est de discuter des SCPI dans le contexte immobilier actuel. On le sait, on peut entendre parfois, enfin même assez souvent, en fait, même en ce moment, des mauvaises nouvelles sur le marché immobilier. Et on voulait profiter de ce webinaire pour regarder et aller plus en détail en se disant, voilà, quel est l'impact réel du contexte actuel sur le marché SCPI. Alors, je vais revenir du coup, on va revenir rapidement sur le contexte actuel, c'est-à-dire notamment, on va pas se le cacher, hein, le contexte de hausse des taux et donc les implications que ça peut avoir. Et puis, c'est là où on passera le plus clair de notre temps sur le positionnement de la SCPI dans ce contexte et les impacts potentiels de l'environnement actuel sur les SCPI. Pour rappel, et pour nos auditeurs qui, je pense, le savent, ce qui se passe en ce moment et depuis quelques mois maintenant, c'est qu'il y a une augmentation extrêmement rapide des taux d'intérêt et qui sont principalement réalisés du fait de l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale, de la BCE en l'occurrence pour l'Europe. Et cela, en réalité, fait suite à une inflation qui a augmenté très, très rapidement. Et la Banque centrale, pour contrôler, pour mitiger l'inflation, augmente ses taux. Et donc, ce graphe ici que vous regardez, c'est le taux des crédits immobiliers pour les particuliers depuis 2006. Et ce que l'on observe, évidemment, c'est ce qu'on sait tous, c'est que depuis 2022, eh bien, il y a une hausse assez énorme, c'est ce qu'on voit ici, sur les taux des crédits immobiliers. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette hausse des taux? Eh bien, en pratique, depuis le 1er juillet 2023, le taux d'usure passe à 5,09%. C'est donc le taux maximal auquel les banques peuvent prêter sans être considérées comme usurières et donc interdites, en réalité illégales. Donc 5,09, c'est évidemment extrêmement élevé. L'un vous a pris un screenshot d'une plateforme d'obtention de prêts en ligne sur juillet 2023. Donc ça, ce sont des datas qui datent d'il y a 2 ou 3 jours. Et on se rend compte que les taux tournent aux alentours des 4% déjà sur des crédits à 20 ans. Alors,
Évidemment, les taux peuvent encore augmenter, même si on semble quand même se rapprocher d'un plateau. On a probablement atteint le pic ou on n'est pas loin d'atteindre le pic. Mais encore une fois, personne ne sait. Enfin, c'est la BCE finalement qui décidera en fonction de l'inflation. Et donc, ce que ça implique, c'est que l'acquisition de biens immobiliers est beaucoup plus difficile pour l'immense majorité des particuliers. Et donc, l'immense majorité des particuliers ne peut plus aujourd'hui emprunter ou ne souhaite plus emprunter à des taux qui sont considérés comme trop élevés. Un autre sujet également, et on le verra, et ça c'est un point que David vous détaillera, c'est qu'en fin de compte, ce marché immobilier, il est à double tranchant. Il est probablement négatif pour les gens qui souhaitent investir à crédit, mais en fait, pour des SCPI qui sont plus jeunes, qui peuvent par exemple acheter comptant parce qu'elles ont une bonne dynamique de collecte, eh bien, des opportunités à saisir qui sont assez exceptionnelles, et on en parlera plus en détail. Donc ça, c'est pour le contexte immobilier macro qui paraît un petit peu morose. Mais en fait, et c'est tout l'intérêt de la présentation, quand on regarde dans le détail ce qui se passe sur le marché de la SCPI, eh bien, la réalité est un peu plus contrastée. Là, on vous a tracé sur la gauche l'évolution de la collecte, c'est-à-dire les investissements réalisés dans les SCPI entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une baisse, effectivement, mais finalement assez légère, pas énorme, sur la volumétrie donc, de transactions de collecte sur les SCPI. Et quand on regarde des chiffres concernant la santé des SCPI, ce qu'on observe, c'est que la valeur de reconstitution, la valeur d'expertise, celle qui est utilisée pour encadrer le prix d'une part d'une SCPI, eh bien, entre 2022 et 2023, celle-ci évolue très légèrement, finalement, à la baisse de moins 0,5%. Donc, c'est finalement très modéré par rapport à ce qu'on aurait pu craindre. On a maintenant la plupart des données de valeur de reconstitution de 2022. Et point très positif pour les SCPI, elles ont toujours une décote, c'est-à-dire que leur prix de part est inférieur à la valeur de reconstitution, la valeur d'expertise, d'environ 1,8%. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'encore aujourd'hui, en moyenne, les SCPI ont un coussin de sécurité par rapport à leur valeur d'expertise. Et puis, enfin, la rentabilité estimée sur 2023 s'établit à peu près à 4,5%. Alors, encore une fois, c'est une estimation, c'est une projection. Mais l'an dernier, on était pareil à 4,53%. Donc finalement, la rentabilité ne semble pas vraiment impactée. Peut-être, David, peux-tu nous en dire un peu plus sur le contexte spécifique chez vous, Remake? Comment vois-tu 2023? Comment se porte la collecte? Et comment se porte également eh bien, la décote, sachant que vous venez de revaloriser finalement votre part dans ce contexte? Alors, déjà, plusieurs remarques. Effectivement, on parle beaucoup de hausse des taux et des impacts que ça peut avoir sur l'ensemble du marché immobilier. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. Il y a un marché immobilier déjà résidentiel d'un côté, avec des sous-marchés, le marché immobilier résidentiel de l'ancien et le marché immobilier résidentiel neuf. Et puis, il y a les marchés d'immobilier d'entreprise, immobilier commercial, dans lequel on peut retrouver différentes typologies d'immobilier, le bureau, le commerce, l'hébergement géré, la logistique, l'activité, etc., etc. Et tout ça fait qu'il y a des comportements un peu différents suivant le sous-marché dans lequel on se situe. Alors, même si le marché résidentiel est le marché le plus connu, là, on est dans un marché d'immobilier d'entreprise ou d'immobilier commercial, c'est-à-dire de l'immobilier qui réagit à l'encadrement juridique des baux commerciaux. Donc, c'est une législation spécifique. C'est une législation dans laquelle les baux sont plus souples, dans laquelle c'est une négociation entre deux privés et on décide finalement, via un acte sous seing privé, de prendre en compte un certain nombre de choses dans les demandes des deux parties. Donc, c'est un autre marché et c'est un marché qui génère des performances historiques assez importantes. Il faut savoir aussi que quand on parle de rentabilité, ou en l'occurrence sur le marché, on parle plutôt de taux de distribution. Rendement, effectivement, tout à fait. De taux de distribution, c'est-à-dire le rapport entre les loyers versés à un investisseur et le prix de la part qu'il aurait payé au 1er janvier de l'année écoulée, on arrive sur des niveaux de taux de distribution pour l'année 2022 d'un peu plus de 4,50%. Attention, ce sont des niveaux déjà à un instant T. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, les SCPI ont une capitalisation de l'ordre de 100 milliards d'euros de mémoire. Sur ces 100 milliards d'euros, ils ne sont pas tous arrivés à un seul moment du cycle. Il y a beaucoup de clients qui ont investi. La SCPI, c'est un dinosaure de l'épargne. C'est un véhicule qui existe depuis les années 60. Ça a été inventé même avant les OPCVM.
Donc, on a énormément de clients, d'investisseurs qui sont dans ces véhicules. Et évidemment, si on regarde leur performance historique, ils sont souvent sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus élevés que le taux de distribution. Donc, le taux de distribution est un indicateur intéressant pour un nouvel associé, à un instant T. Et il faudrait un petit peu le corriger pour les associés historiques. C'est pas. Sur la collecte, effectivement, il y a toujours une inertie qu'on constate, une belle résistance, puisqu'on a eu une baisse au premier trimestre de l'ordre de 10% par rapport au niveau de collecte qu'on a pu connaître l'année précédente sur un trimestre. Qui était exceptionnel, hein. Ça, quand même, il faut le rappeler, 2022 était une excellente année de collecte. Donc, alors, il y aura un ralentissement, c'est certain, parce qu'on est dans un monde où effectivement les CPI sont beaucoup achetés aussi à crédit, les gens ont moins accès au crédit, donc c'est plus compliqué, etc., etc. Donc, évidemment, il y aura un ralentissement, mais il y a cette inertie qui est propre à l'immobilier, qui est aussi rassurante, puisque on n'a pas de la volatilité telle qu'on peut la connaître dans les marchés actions ou dans les marchés obligataires. L'immobilier, c'est le temps long. On est sur des baux de 3, 6, 9 ans. On est sur des transactions qui mettent 6 mois à aboutir. On est sur des indexations annuelles des loyers. Donc, on a un temps un peu long qui fait que ça nous protège finalement de la situation. Alors, il faut pas. Ce qu'on constate, par contre, c'est une polarisation de la collecte. C'est-à-dire qu'il y a clairement aujourd'hui un découplage entre certaines typologies de SCPI et d'autres en termes de collecte pour des raisons assez simples à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que la collecte se focalise davantage sur les SCPI les plus récentes ou sur certaines SCPI thématiques ou spécialisées que sur certaines SCPI historiques. Alors attends, David, si ça ne t'embête pas, est-ce qu'on pourrait, juste avant d'aller sur ce point-là qui est tout à fait pertinent, juste revenir sur ce que tu disais, parce que c'était très intéressant et je ne sais pas si nos auditeurs l'ont bien noté. Tu parlais effectivement de la réindexation des loyers. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce mécanisme? En fait, comment ça fonctionne et pourquoi on est capable de réindexer? Et en pratique, chez Remake, ça se traduit comment, cette réindexation des loyers? Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le principe d'indexation des loyers? Ça veut dire que dans votre bail, vous faites un référence, ça va faire 2 fois référence, donc un indice de référence que vous choisissez avec, si vous êtes preneur, que vous choisissez avec le bailleur, qui vous est proposé, qui est le fruit d'une négo, et puis cet indice de référence va servir à indexer vos loyers annuellement, c'est-à-dire que tous les ans, on va augmenter mécaniquement vos loyers de l'évolution de cet indice. Ça s'appelle l'indexation. Alors après, il existe différents indices en immobilier commercial. On ne va pas rentrer dans le détail de ces indices. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ce mécanisme d'indexation. Ce mécanisme d'indexation, il est très, très important parce qu'il procure une certaine protection contre l'inflation. Quand on est dans un monde inflationniste, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, on est dans une inflation importée principalement, une inflation quand même qui est présente, cette inflation, elle dévalue finalement le pouvoir d'achat des investisseurs parce que si vous avez tous les jours des biens qui coûtent plus cher, la rentabilité de votre actif, elle est moins importante en relatif par rapport à ce qu'elle a pu être par le passé tous les ans. Et c'est pour ça que l'immobilier, c'est magique, parce qu'il y a une réévaluation finalement des loyers qui se fait via le mécanisme d'indexation. Et donc, vous allez suivre, alors peut-être pas à l'euro, ça c'est une légende urbaine, mais en tout cas, vous allez vous protéger au moins partiellement de la hausse de l'inflation. Alors, comment ça se passe en pratique? Il faut savoir que dans un fonds de type immobilier, comme les dates anniversaires des baux ne sont pas toutes au 1er janvier, bien évidemment, il faut compter mécaniquement à peu près la moitié de l'indexation pour la totalité du fonds. C'est ce qu'on compte quand on fait des simulations, quand on fait des business plans, pour essayer d'avoir une idée un petit peu de où on se situe. Nous, par exemple, quand on a des indexations moyennes de 6%, finalement, le loyer va s'indexer de l'ordre de 3% sur la SCPI sur une année. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas les mêmes mécanismes d'indexation à l'étranger. Vous avez des pays à l'étranger où les mécanismes d'indexation sont différents. Vous pouvez, par exemple, suspendre l'indexation pendant plusieurs années et finalement revenir à la table des négociations au bout de 5 ans et discuter de l'indexation. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, parce que c'est beaucoup d'informations. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'immobilier commercial, il a cette vertu de voir mécaniquement ses loyers indexés. Et même si aujourd'hui on parle un peu, j'ai envie de dire sans limite. C'est-à-dire que quand on est dans l'immobilier résidentiel, on est dans un immobilier qui est plus politisé.
C'est normal, puisque quand on touche au résidentiel, on touche à des besoins primaires, on touche au fait de pouvoir se loger. Donc, on ne peut pas faire en sorte que les loyers s'envolent éternellement. Donc, le législateur est toujours tenté de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, caper, c'est-à-dire de mettre C'est ce une qu'il a limite. fait, hein, à 2 reprises consécutives, d'ailleurs, sur le fameux Exactement. IRL, l'indice des loyers pour le résidentiel. Exactement, à 3,5%. Donc, effectivement, on met en place un cap, c'est-à-dire qu'on empêche les loyers d'aller plus haut. Première limite par rapport à l'immobilier commercial. Donc déjà, c'est un second point, quand vous êtes en immobilier commercial par rapport à un immobilier d'entreprise, comme vous êtes dans un contrat sous seing privé, eh bien, ce n'est pas réglementé et donc c'est une négo. Notamment la taxe foncière. La taxe foncière, traditionnellement, est refacturée aux locataires en immobilier commercial, alors qu'en immobilier résidentiel, ce n'est pas le cas. Et sans vouloir faire de politique, on a tous noté que la politique du « en même temps » va nous coûter assez cher. Et finalement, comment elle va se manifester ? Elle se manifestera, il n'y a pas de secret, par une hausse des taxes pour les propriétaires. C'est sûr C'est et déjà certain. le cas, hein, la taxe foncière a déjà été Et on l'a revue à vu la s'envoler. hausse. Il y a déjà eu un premier effet qui se coule avec l'abandon de la taxe d'habitation qui s'est répercuté sur la taxe foncière. Et on aura certainement un deuxième effet qui se coule avec tout ce qu'on connaît depuis un bout de temps. L'idée n'est pas de commenter ou quoi que ce soit, l'idée c'est juste de constater. Donc, à partir de là, effectivement, nous, on préfère dans un monde inflationniste d'aller davantage sur de l'immobilier commercial sur lequel non seulement les charges sont plus maîtrisées, puisqu'on peut s'entendre avec le locataire dès le départ pour savoir qui paye quoi. Premier point, c'est pas réglementé. Second point, l'indexation est plus mécanique parce que le législateur ne met pas son nez dans l'indexation, même s'il existe toujours un risque, à un moment on en a parlé, qu'à un moment ou un autre, le législateur décide sur l'immobilier commercial de limiter la hausse de l'indexation. Bon, ça, c'est un risque externe, hein, politique, mais en tout cas, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Bah, écoute, merci beaucoup David. Donc peut-être pour en quelques mots, là, vous avez également 2 graphiques qu'on vous a donnés. Le premier, c'est l'inflation. Le deuxième, c'est l'un de ces fameux indices, l'indice de loyer des activités tertiaires. Et donc, l'objectif, c'était de vous montrer en fait que cet indice, effectivement, comme vous le rappelez David, eh bien, il a un rôle protecteur pour l'épargnant face à l'inflation, puisque là, on le voit, par exemple, dans un contexte où l'inflation explose, 2022, eh bien, cet indice, lui aussi, va suivre l'inflation pour permettre d'aller indexer les loyers et donc de protéger les épargnants. Alors peut-être David, si ça te va, un deuxième aspect qu'on voulait aborder aujourd'hui avec toi, c'est ce que tu commençais à dire avant qu'on reparte vers l'indexation des loyers, qui est effectivement cette notion de SCPI jeune. Effectivement, les SCPI jeunes, on le voit, on le vend en poupe. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi le fait d'être une SCPI jeune, et en particulier quand le flux de collecte est positif, permet d'aller constituer un stock finalement de meilleure qualité? Alors, de meilleure qualité, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, d'actifs qui ont une rentabilité supérieure. Ça, c'est mécanique, parce que la qualité, elle est relative, elle est ce qu'elle est à un instant T du marché immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est assez simple. On pourrait faire le comparable finalement avec les fonds en euros. Quand on a des fonds en euros, on a des fonds en euros qui génèrent effectivement une performance de X%. Et ces fonds en euros, ils sont alimentés comment? Ils sont alimentés parce que l'assureur achète des obligations. Ces obligations d'État sont des titres, des créances qu'on détient sur un État, donc de la dette, et l'État, en échange d'avoir emprunté de l'argent dans le marché, rémunère l'investisseur avec un taux fixe. Ça, c'est le principe d'une obligation. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où on se retrouve dans une situation de taux qui remonte, la nouvelle obligation, elle est plus intéressante que l'ancienne, puisque l'État va maintenant rémunérer 3, 4, 5%, alors qu'avant, il rémunérait 0, 1, 2%. Donc, ça veut dire que les obligations les plus récentes sont plus intéressantes. L'immobilier s'étant financiarisé, c'est une classe d'actifs au même titre que les obligations ou que les actions, on a des comportements qui sont assez proches du modèle obligataire. C'est-à-dire que quand on a des mouvements de taux, eh bien, on a des diminutions de valeur et des rentabilités supérieures à un instant T sur les actifs. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain matin, on a des hausses de taux importantes et que je crée un portefeuille, je suis en capacité d'acheter les immeubles moins chers, puisque le marché est plus complexe, que ce que j'ai pu faire par le passé. Et si je les achète moins chers, ça veut dire que ma rentabilité, elle est supérieure. Donc, c'est plutôt une bonne chose que d'investir à un instant où le marché baisse, puisque ça permet de figer des dynamiques de performance dans le temps assez importantes. Quand on a un vieux fonds, une vieille SCPI, alors vieille, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on a une SCPI plus ancienne,
on a deux difficultés, c'est-à-dire que d'un côté, on doit gérer la collecte qu'on obtient pour pouvoir la placer dans les meilleures conditions possibles pour les investisseurs, pour les épargnants. Et en parallèle, on doit gérer un stock qui est susceptible de se déprécier puisque les taux bougent. Donc, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué de gérer les deux en même temps parce que pour qu'en fait, idéalement, pour que ça se passe très très bien, il faudrait avoir des mouvements de collecte extrêmement importants pour pouvoir ce qu'on appelle déporter la location, c'est-à-dire dire à un instant T, bah, finalement, j'achète plus que du bureau ou j'achète plus que du commerce, et donc je vais essayer de faire bouger mon portefeuille pour faire en sorte qu'il soit plus performant. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est pour ça hein, qu'on voit dans le marché, il n'y a pas de magicien dans ce marché. C'est juste qu'il y a des SCPI qui, à un instant T, font des performances meilleures que les autres et elles sont plus jeunes, tout simplement parce qu'elles ont un excellent market timing. Alors après, au sein de cet excellent market timing, il y en a certains qui tirent plus leur épingle du jeu. Ça, c'est le talent du gérant. Mais ceci dit, il ne faut pas négliger quand même l'environnement de marché qui est extrêmement favorable au momentum de constitution de portefeuille aujourd'hui. C'est historique, hein, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, on constate des dépréciations sur certains actifs, notamment à l'étranger, qui permettent de générer une performance exceptionnelle pour les CPI. Pourquoi à l'étranger? Et je fais le lien avec la dette dont Clément a parlé un peu plus précédemment. En France, on est dans un modèle de dette à taux fixe, c'est-à-dire que quand on emprunte, le paiement des intérêts, c'est constant, alors que quand on est dans une dette dite à taux variable et que les taux d'intérêt remontent, ça veut dire que tous les jours, ma dette me coûte de plus en plus cher. Tous les jours, je paye davantage d'intérêts financiers, jusqu'au jour où ces intérêts dépassent les loyers que me donne mon immeuble, et donc je me retrouve dans une situation à devoir vendre mon immeuble en urgence, parce que sinon, je n'ai pas d'argent pour payer la banque. Et c'est ce qu'on constate dans certains pays qui ont des mouvements de marché un peu plus rapides que les nôtres, hein, un peu plus volatiles, c'est un peu plus vif, ce qui permet aux SCPI françaises qui sont assez dynamiques, qui ont une bonne collecte, de pouvoir aller saisir des opportunités à l'étranger. Nous, on a acheté des opportunités extraordinaires aujourd'hui, dernièrement sur IMEC Live à l'étranger, notamment à Dublin. Et c'est une notoriété publique, parce que les marchés anglo-saxons sont très, très transparents. On a pu acheter un immeuble dans le centre du Dublin, pour ceux qui connaissent Paris, l'équivalent du boulevard Haussmann à Paris, donc quartier central des affaires parisien. C'est un immeuble qu'on a acheté sur des niveaux de 6 500 € du mètre carré, alors qu'il était valorisé il y a encore 14 mois sur des niveaux de plus de 10 000 €. Donc, il y a des opportunités exceptionnelles. C'est une fenêtre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, hein. Certains économistes parlent d'une remontée des taux, d'une baisse des taux à 1 an et demi, à 18 mois, si l'économie se stabilise, si l'inflation descend vers 3% et converge vers des niveaux plus acceptables dans le temps. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a une fenêtre. Cette fenêtre, on l'a saisie. Et quand on est gérant opportuniste, il faut la saisir parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il faut y aller. Et donc, en fin de compte, ce que ça signifie, hein, c'est pourquoi les SCPI jeunes, c'est ce que tu expliquais, c'est qu'elles sont capables d'avoir un stock qui est moindre et donc la collecte va rapidement en fait repondérer sur des actifs qui ont été achetés dans ce contexte que tu décris comme étant finalement extrêmement positif. Exactement, exactement. Super. Alors peut-être une autre question, parce qu'on a encore quelques slides et ensuite j'aimerais bien qu'on ait un petit peu de temps pour que Bien sûr. les auditeurs puissent poser des questions. On observe quand même des évolutions de mode de vie, de mode de consommation, à la fois évidemment de consommation de produits comme le e-commerce, mais également de consommation de lieux comme les bureaux. Je pense évidemment là au télétravail. Comment vois-tu cette évolution de ton côté? On parle d'une trentaine de pourcents de salariés qui pratiquent le télétravail, donc 5 fois plus qu'en 2018. Quel est l'impact selon toi sur les bureaux? Est-ce que le e-commerce également peut aider à l'essor d'un investissement dans la logistique? Voilà, est-ce que ces modes de vie vont avoir un impact sur quel bien acheter aujourd'hui quand on est une SCPI? Alors, bien sûr qu'on on peut pas gérer de l'immobilier sans faire attention à son environnement. Ça paraît assez évident. Nous, on a un biais chez nous, chez Remake Asset Management, c'est que pour ne pas tomber en fait dans le mirage de l'immeuble et le mirage du rendement et du bail attaché à cet immeuble, on a une analyse un peu autre des localisations d'immeubles et qui nous permet un petit peu de prendre du recul sur les tendances de fond. C'est-à-dire que nous, on a une approche foncière. C'est-à-dire qu'on s'intéresse principalement à la localisation d'immeubles, à l'évolution de l'environnement autour de cette localisation et à l'évolution future, c'est-à-dire passée et future,
pour voir si oui ou non une appréciation du sous-jacent de l'immeuble, c'est-à-dire son emprise foncière, peut permettre de générer de la performance à terme. Et une fois qu'on a fait cette analyse, on s'intéresse à l'immeuble et à sa typologie, son bail, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on agit de cette manière et qu'on essaye d'appréhender le futur d'un immeuble, eh bien, on est davantage protégé des évolutions sociétales parce qu'on est en capacité de pouvoir transformer un jour cet immeuble si on devait avoir l'opportunité de le faire. Mais pour pouvoir transformer un immeuble, pour pouvoir changer par exemple son affectation, transformer un immeuble de bureau en logement ou réciproquement, encore faut-il avoir une appréciation de la valeur foncière extrêmement forte, avec des plus-values extrêmement importantes, pour pouvoir absorber les travaux de repositionnement de l'immeuble. Donc, c'est important vraiment d'avoir cette première approche pour toujours avoir une solution complémentaire et une opportunité de plus-value à distribuer aux associés un jour. À partir de là, une fois qu'on a fini cette analyse, si on revient sur les évolutions sociétales qu'on constate, on a deux choses. Alors, sur le télétravail, le Covid a été un accélérateur du télétravail, mais le télétravail, les sociétés de gestion n'ont pas de découverte. C'est quelque chose qui existait. Il faut savoir qu'on a toujours on fait le lien souvent avec le télétravail et la destruction de surfaces de bureau. Et donc, on s'inquiète de l'évolution du bureau. La réalité, c'est que le télétravail ne détruit pas de surface de bureau. C'est le flex office qui détruit les surfaces de bureau. Le flex office, c'est quoi? C'est le partage de postes. J'ai 10 postes dans mon bureau, mais j'ai 20 collaborateurs. Ça détruit des surfaces. Par contre, quand on a 10 postes, mais qu'on a la moitié des gens qui font 3 jours par semaine au bureau, ça ne détruit pas de postes. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le flex office peut attaquer certaines surfaces de bureau, mais en même temps, et on n'en parle pas, on ne parle jamais des bonnes nouvelles, on est sur les niveaux de chômage en Europe qu'on n'a jamais connus. On est à moins de 7% de chômage en Europe aujourd'hui. On n'a jamais connu ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un flux de nouveaux travailleurs, de nouveaux employés qui arrivent constamment sur le marché, qui permet d'alimenter les surfaces de bureaux parce qu'il y a des besoins. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt une certaine typologie d'immeubles qui est remise en question, plutôt que l'ensemble du bureau. Là aussi, il y a une polarisation du marché, c'est-à-dire qu'il y a des immeubles de grande taille, avec des immenses plateaux, type la Défense, qui, eux, vont souffrir évidemment davantage que des immeubles qui sont davantage à taille humaine, en périphérie de centre-ville, bien desservis, qui permettent, eux, de remplir leurs fonctions. Donc, on est un peu prudent, mais on reste très confiant sur l'univers du bureau. Il faut savoir que 80% des transactions en Europe se font sur le bureau. Donc, de toute façon, dans un fonds immobilier, ne pas avoir de bureau, ça nous paraît être une erreur parce que c'est l'immeuble le plus liquide. C'est l'immeuble sur lequel il y a le plus de transactions. Sur le e-commerce, c'est très rapidement. Ce qu'on a constaté, c'est que, oui, à partir du moment où il y a eu le Covid, on nous a dit c'est fini, il n'y aura plus jamais de commerce. Vous allez vous brancher dans la matrice et puis vous allez disparaître et vous serez dans un monde virtuel. C'est pas totalement arrivé en fait, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle du commerce bashing. Les gens sont revenus sur le commerce physique, ça a très bien fonctionné. Ce qu'on constate, c'est que ce qui marche le plus, c'est le commerce multicanal, c'est-à-dire le commerce qui propose à la fois une expérience physique et à la fois une expérience digitale sur son site. Si c'est bien fait, ça fonctionne. On a une concentration des acteurs dans le commerce, évidemment. Tous ne vont pas survivre à cette concentration des acteurs. En tout cas, le commerce reste, notamment sur certains commerces, le commerce dit de retail park, c'est-à-dire ce commerce qui sont autour des villes, souvent sur des parkings, dans ce qu'on appelle dans le jargon des boîtes à chaussures, entouré par une locomotive qui peut être souvent un Décathlon ou un Carrefour qui permet de faire venir les gens. Ça fonctionne très très bien. C'est du vrai commerce de destination. On ne se retrouve pas sur le parking du Décathlon par hasard. On y est venu parce qu'on avait envie d'acheter quelque chose. Donc ça marche bien. Donc, le lien avec la logistique, certes, il y a un besoin en logistique. Nous, on évite la logistique aujourd'hui chez Remake Asset Management. Non pas qu'on ne croit pas qu'il n'y ait pas de besoin en logistique, c'est évident qu'il y a des besoins. La seule chose, c'est qu'on considère aujourd'hui que la logistique fait des paris en fait, de hausse de loyer extrêmement importante à laquelle on n'adhère pas nécessairement. Et donc, de toute façon, on y reviendra effectivement dans une liste un peu détaillée des différentes activités sur lesquelles investir. Juste, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a l'option de poser des questions-réponses. N'hésitez pas à le faire. C'est Q&R, c'est deux petites bulles quelque part sur votre écran, en haut ou en bas. Commencez à poser des questions dès maintenant, si possible. Comme ça, on pourra y répondre en fin de conversation.
Donc, merci. Et d'ailleurs, c'est intéressant juste sur le commerce, c'est ce que nous ont dit beaucoup de sociétés de gestion, que 2022, finalement, avait été une année très positive pour l'immobilier commercial, enfin, Absolument. l'immobilier de commerce, pardon, pas commercial au sens CRI, et qu'il y avait pas mal d'opportunités. Donc, effectivement. Alors, peut-être pour revenir sur ce sur quoi tu embrayais, tu nous parlais là, tu nous livrais vraiment ta lecture du marché de manière extrêmement fine. Un des enjeux, je pense, pour les auditeurs, c'est aussi de se dire finalement, OK, on est convaincu, 2023, il y a des super opportunités, euh, mais où aller en fait? Est-ce qu'il vaut mieux aller sur une SCPI opportuniste? C'est votre cas, me semble-t-il, hein. Vous allez en On est France, en clairement là-dessus. Europe, sur différentes classes d'actifs. Vous avez vraiment cette ambition d'aller chercher la performance là où elle se trouve. Vaut-il mieux aller sur une SCPI sectorisée? Et si oui, quels secteurs vous paraissent chez Remake particulièrement pertinent en 2023? Alors, bon, effectivement, nous, on est opportuniste, hein, donc, parce qu'on est dans une logique de performance absolue. Donc, c'est vrai qu'on est agile et on n'hésite pas à bouger notre allocation et à le secouer assez rapidement s'il y a besoin. Alors, c'est un peu moins lisible hein, comme allocation d'actifs, parce que forcément, ça donne des fonds diversifiés, mais c'est aussi quelque chose qui nous paraît plus, comment dire, plus certain, plus sûr pour l'investisseur final parce que le fonds thématique est quelque chose chez Remake que dont nous ne faisons pas la promotion, tout simplement parce que même s'il y a beaucoup de qualité dans cette typologie de fonds, nous on a toujours un peu peur qu'il y ait un emballement sur une classe d'actifs spécifique et que ça se passe mal. Donc bon, c'est notre choix. Il y en a d'autres qui font ça très bien sur des fonds spécialisés ou des fonds typologiques. Donc on leur laisse. Nous on sait faire du diversifié. C'est notre Et les ADN. chiffres 2022 vous ont donné raison, hein. 64% de taux de distribution, Oui, je le rappelle. Il semblerait que finalement, cette stratégie de la performance absolue vous ait souri. c'est vrai. Alors, on va espérer qu'elle continue de nous Bien sourire. sûr. On fait tout pour. On fait tout pour. Nous, on n'a qu'un seul fonds hein, chez Remake Asset Management. Donc, on est tous tournés vers la performance de ce fonds. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je trouve un actif, je vais le mettre dans quel fonds? Dans une société de gestion avec 25 fonds. Non, nous, il n'y en a qu'un. Donc, on est vraiment tourné. Sur les typologies d'actifs, le bureau, j'en ai parlé. Nous, on est très fan de bureaux sous réserve de l'emplacement et de la valorisation de cet emplacement, hein, notamment la valorisation foncière à terme, ou du coup d'opportunisme qui est lié à un repricing violent d'un marché. Je pense notamment au marché anglo-saxon ou au marché espagnol, qui sont des marchés qui ont repricé très, très violemment avec la hausse des taux. Et donc là, ça nous a permis d'avoir des opportunités d'acheter sur des prix au mètre carré qu'on n'avait pas vu depuis une dizaine d'années. Hein. On voit aussi au UK hein, aujourd'hui des prix au mètre carré qu'on n'a jamais vus à Londres. C'est pareil, depuis plus de 10 ans, on n'a pas vu des prix aussi bas dans la City qu'aujourd'hui. Donc, ce sont des opportunités là aussi. Le commerce, on en a parlé, nous, on est assez fans parce qu'on sort d'un commerce bashing. Il y a eu une belle fenêtre pour acquérir du commerce, ce qu'on a fait. Sur la logistique, on est plus réservé sur cette classe d'actifs qui connaît un beau succès, mais sur laquelle on considère que aujourd'hui, les primes de risque ne sont pas suffisantes. Hein. Je regardais, je crois que la prime de risque, un actif de logistique, il ne faut pas confondre logistique. Souvent, on a une petite confusion entre logistique et activité. Logistique, c'est vraiment cette grande plateforme automatisée immense de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés dans lequel on stocke un maximum de choses. L'activité, c'est quelque chose de moins industriel, c'est parfois plus industriel, mais en tout cas moins automatisé, avec, par exemple, ça peut être de la messagerie, avec des entrepôts, des camions qui viennent à quai, chargés pour aller faire de la livraison, etc. On est davantage fan de l'activité que de la logistique, qui nous paraît être aujourd'hui pas assez rémunérée dans un environnement de hausse de taux. Par rapport au risque, d'accord. Voilà. Mais bon, c'est notre avis. Hein. Après, il y en a d'autres qui le font très bien. Et on les salue d'ailleurs, on en profite pour les saluer parce qu'ils font ça bien. Qui viennent de passer Mais, le milliard, je crois, récemment, hein, de capitalisation. exactement. Concernant la santé, on considère que on reste opportuniste, mais vraiment en stock picking, car on considère que c'est un marché aujourd'hui qui est assez petit. Le montant de transactions en Europe, hein, les transactions d'immobilier d'entreprise à la belle époque en Europe, c'est entre 250 et 280 milliards d'euros. L'an dernier, la santé, c'était 7 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment une niche. Et donc, quand on est plusieurs à aller sur une niche, forcément, on considère que les prix à un instant T peuvent être un petit peu plus élevés que ce qui devrait l'être dans l'absolu. Donc, pour l'instant, on regarde ça de loin et on attend des points d'entrée qui nous seraient plus favorables. Et enfin, la résidence gérée, on aimerait bien avoir davantage de résidences gérées.
pour être tout à fait honnête, surtout sur la partie hôtellerie. Mais j'avoue qu'on n'a pas trouvé encore d'actifs qui nous ont permis de sauter le pas. Donc là, on est vraiment à l'écoute de cette typologie d'actifs. Donc, on voit un petit peu. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait beaucoup d'Europe. Sur les 9 derniers mois, on a principalement fait de l'Europe parce qu'on a considéré que le marché français n'avait pas corrigé assez vite et que les primes de risque, c'est-à-dire, la prime de risque, c'est quoi, hein? C'est ce complément de rémunération attendu par un investisseur qui s'expose au risque immobilier par rapport au taux sans risque. Donc, si vous avez une OAT qui fait, donc on considère qu'en finance, c'est la chose la plus certaine, la dette d'État. L'OAT, c'est l'obligation d'État, hein. Exactement, c'est la dette d'État, c'est le taux auquel emprunte un État, en l'occurrence l'État français à 10 ans. Donc si on est à 2,80%, nous on considère qu'il faut, avant d'entrer dans un marché de l'immobilier, il faut entre 200 et 250 points de base de rémunération complémentaire pour absorber tous les risques. On parlait tout à l'heure du stock. Il y a un vrai sujet dont on ne parle peut-être pas assez, ou en tout cas les épargnants n'ont peut-être pas assez conscience, c'est le coût de la transition énergétique qui est lié à la labellisation ISR et à l'ensemble de normes qu'on empile. Voilà. Alors, c'est un très bon point que tu évoques là. Mais alors, attends, juste, pardon, je me permets, avant même qu'on parte Bien sur ça, sûr. juste du coup, tu as utilisé beaucoup d'Europe à présent. Est-ce que ça veut dire que tu trouves que le marché français maintenant a repricé et donc vous allez aller sur la France? Comment tu envisages Alors, la suite? on est engagé aujourd'hui sur 2 actifs en France, donc qui vont se concrétiser dans les prochains mois, parce qu'on considère que ces 2 actifs sont dans des niveaux de rémunération conformes à nos attentes et conformes à nos analyses. Donc, on commence à voir des actifs qui nous semblent plus conformes à ce qu'on pourrait attendre. Donc, ça a été un peu plus long en France, c'est logique, on est à taux fixe sur la dette, donc les vendeurs sont moins stressés. Mais ceci dit, il y a toujours un fonds de roulement d'actifs qui doivent tourner et donc on reste opportuniste. Mais on commence à revenir sur la France, oui, absolument. D'accord, super. Bah, écoute, on peut peut-être effectivement passer sur ce que tu évoquais, hein, le sujet de la réglementation énergétique. C'est intéressant parce que les auditeurs sont probablement familiers du fameux DPE, qui est maintenant obligatoire lorsqu'on vend son bien, lorsqu'on loue son bien. Donc le DPE, le diagnostic de performance énergétique, ça s'applique sur les biens qu'on connaît à usage d'habitation. Le commercial, lui, a le fameux décret tertiaire. Et puis tu parlais des labels. Alors, est-ce que tu peux nous donner, alors évidemment, le DPE, bon, ne s'applique pas à la plupart des SCPI, puisque la plupart d'entre elles ne font pas de résidentiel. Néanmoins, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, effectivement, sur ce coût de la réglementation et ensuite, peut-être, sur les labels, est-ce que tu trouves que finalement, ça vaut le coup de se faire labelliser? Est-ce que, parce que ça a quand même malgré tout un coût, hein, le label, pourquoi se faire labelliser ou pas aujourd'hui? Alors, il est évident, alors on a des objectifs qui sont liés au décret tertiaire d'amélioration des performances Tu peux nous énergétiques. rappeler ce que c'est le décret tertiaire et en quoi ça a un impact sur vous? Alors, ça a un impact sur les immeubles parce qu'on doit s'engager en fait à réduire considérablement, de l'ordre de 30%, l'ensemble des émissions d'un immeuble, des émissions et de la consommation énergétique d'un immeuble. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place pratiquement des travaux pour pouvoir davantage isoler le bâtiment, pour pouvoir changer les ampoules, réfléchir à effectivement un système qui va gérer l'intégralité du bâtiment de manière plus économe, etc., etc., sensibiliser les locataires sur l'économie d'énergie, etc., etc. Donc, c'est dur. Et comment on sanctionne finalement les efforts que peut faire une société de gestion sur l'amélioration et sur la transition énergétique? On les sanctionne au travers des labels. Il faut savoir que les labels, ils sont obtenus non pas par les sociétés de gestion, mais par les fonds. C'est-à-dire qu'on a un auditeur indépendant qui vient auditer les process qu'ont mis en place une société de gestion sur un fonds dans le cadre de l'investissement socialement responsable, c'est ce que ça veut dire, ISR, investissement socialement responsable, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place des process qui s'organisent autour de 3 piliers, E, S et G, environnemental, social et gouvernance. La gouvernance, c'est sensibiliser l'ensemble des parties d'un immeuble à des mesures qui les sensibilisent à la transition énergétique. Le social, c'est effectivement aller ou choisir, par exemple, des immeubles qui sont proches de transports en commun pour faire en sorte que les locataires n'aient pas à passer 3 heures par jour dans les transports, etc. Faire en sorte que ces immeubles soient plus accessibles aussi pour éviter ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, c'est-à-dire ces déplacements qu'on voit, par exemple, en région parisienne, d'une banlieue à une autre, pour pouvoir aller se déplacer et travailler. Et évidemment, le plus gros volet, c'est le volet environnemental. Ce volet environnemental qui lutte contre les émissions finalement en CO2 principalement et qui met en place des principes d'économie d'énergie. Le label ISR, c'est pas une blague, hein.
parce que tout le monde parle de greenwashing, etc., etc. En immobilier, je peux vous garantir que c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle en immobilier dans ce qu'on appelle le best in progress. C'est-à-dire que, désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire qu'on s'engage à améliorer considérablement les immeubles à partir du moment où on les achète. On a 3 ans, on se fixe des objectifs au moment de l'acquisition, et puis ces objectifs, on a 3 ans pour les réaliser, sinon on pourrait éventuellement devoir vendre l'immeuble. Le label ISR pour les sociétés de gestion, c'est primordial. Le label ISR, nous on sort d'audit, on est audité tous les ans par un auditeur externe de type AFNOR, qui vient, qui regarde toute la documentation, qui vérifie que ce qu'on avait dit est fait, qu'on fait bien ce qu'on a dit aussi de notre côté, que les process sont respectés, etc. etc. L'auditeur est en capacité d'annuler le label ISR du fonds, ce qui deviendrait cataclysmique pour une société de gestion. Donc, aujourd'hui, c'est assez coercitif. Donc, comme c'est coercitif, toujours quand ça devient coercitif, les gens le font sérieusement. Donc, je peux vous garantir qu'effectivement, c'est très sérieux, c'est très bien fait, c'est très bien suivi. Alors après, c'est très compliqué. Quand on s'engage à faire des économies d'énergie sur un immeuble, très bien, mais est-ce que ce sont les mêmes économies sur un immeuble d'origine 70 ou dans un immeuble qui vient d'être construit? Comment on compare en fait l'économie d'énergie entre un immeuble français et un immeuble allemand, sachant que les Allemands, par exemple, ne mettent pas de clim? Donc, il y a plusieurs choses qui vont se superposer. Et puis, l'ISR est un label franco-français. Donc, ça veut dire qu'il faut passer ce qu'on appelle par des proxys, c'est-à-dire des choses qui se ressemblent, qui ressemblent au label français pour pouvoir faire l'analyse à l'étranger. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, ouais. c'est que tout ça a un coût. Bien sûr. Un coût important. C'est un coût important et ce coût, il n'a pas forcément été pris en compte dans la valorisation des immeubles sur la dernière décennie. Parce que nécessairement, le marché s'y intéressait moins. Donc, quand on s'y intéresse moins, on creuse moins. Si on creuse moins, on le quantifie moins. Et si on quantifie moins, on ne l'inclut pas dans les prix à l'achat. Nous, aujourd'hui, quand on achète un immeuble, on a une grille ISR qui est mise en place au moment de l'acquisition de cet immeuble. Et si on considère que le propriétaire précédent n'a pas fait les efforts nécessaires par rapport à la transition énergétique, eh bien nous allons décoter le prix de notre offre, ou en tout cas nous allons discuter avec le vendeur pour pouvoir faire en sorte de s'ajuster. Donc, là aussi, les SCPI les plus récentes, en termes de valeur, déjà, elles ont un avantage en termes de distribution parce qu'elles achètent des immeubles qui ont des loyers, alors des rendements plus élevés à un instant T, mais elles ont aussi sur leur stock des impacts liés à la réglementation qui sont beaucoup moins importants, puisqu'on est dans un momentum de marché où la valeur des immeubles prend davantage en compte l'impact des réglementations énergétiques. Ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Donc là aussi, beaucoup de travaux à venir pour certains fonds qui avaient investi il y a un bout de temps. Et donc des décotes potentielles, parce que c'est ça que je comprends en fait à demi-mot, c'est qu'effectivement, on a pu acheter ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de passoire thermique dans le passé sans nécessairement décoter le bien de ce fait. Et aujourd'hui, ça se ressentira dans le prix. Alors, passoire thermique, c'est un peu dur comme terme, parce que laisser penser J'entends. qu'on a 100 milliards d'euros de passoire thermique dans les SCPI, c'est un peu dur. Donc non, mais effectivement, on y a été moins sensible pour certains immeubles. C'est logique. Effectivement, non, j'emploie le terme de passoire thermique parce que c'est le terme qui a été utilisé, tu sais, sur les habitations. Alors, peut-être on peut finaliser et ensuite on ira vers les questions s'il y en a. Remake Live, une première année exceptionnelle que finalement une lancée qui continue avec une revalorisation récente de 2% du prix de la part après seulement 1 an ou 1 an et demi d'existence, donc c'est quand même relativement exceptionnel, dans un contexte dont on a dit qu'il n'était quand même pas tout à fait évident. Comment tu envisages 2023? Tu me parlais tout à l'heure d'estimation, encore une fois non garantie, de performance sur 2023. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur Remake Live et les perspectives 2023? Bien sûr. Alors, en fait, la revalorisation, elle est assez mécanique. Il se trouve que, c'est ce que je disais au début, on a eu un momentum de marché sur la classe d'actifs commerce, notamment en Espagne, où on a été en capacité de se positionner sur un parc commercial de qualité en Espagne, diversifié sur 5 emplacements différents avec des enseignes cotées en bourse. Et on était en plein commerce bashing, donc on a pu acheter ces immeubles dans des conditions de décote assez importantes.
Et la contrepartie de ça, c'est qu'évidemment, ça nous a permis de pouvoir revaloriser ces immeubles via des expertises indépendantes qui ont été faites par l'expert immobilier du fonds en fin d'année. Et on a souhaité, alors ça c'est notre choix, chez Rimec, nous on a souhaité transposer cette augmentation des valeurs d'expertise dans le prix. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui on a l'opportunité d'acheter des SCPI soit en surcote, soit en sous-cote. C'est-à-dire qu'une SCPI en surcote, ça veut dire que c'est comme si on payait une prime pour entrer dans un véhicule. Le véhicule est très qualitatif, vous allez payer une prime pour entrer et être un joyeux membre du club. Donc, pourquoi pas? Mais ça veut dire que vous payez plus cher que ce que ça vaut, à l'instant T. Et puis, les véhicules en sous-cote, ça veut dire que, on va vous expliquer que vous avez une opportunité de rentrer moins cher dans un véhicule. Oui, mais cette opportunité, c'est la même pour celui qui rentre derrière vous. Donc, vous allez aussi, vous aussi, derrière, vendre vos parts moins cher que ce qu'elles auraient dû vendre lors de l'augmentation de capital pour permettre à des gens d'entrer en ville. Donc, on essaye plutôt de faire en sorte que le prix de souscription soit très, très proche de la valeur de reconstitution pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'écart et éviter les discussions complexes sur la valorisation du sous-jacent. Donc, c'est assez logique. On a été dans un marché où on a pu acheter à la baisse, on avait du cash et on a pu se positionner à un instant où il y avait peu de gens finalement qui avaient ce cash disponible. Donc, on l'a fait et aujourd'hui, on en fait bénéficier les clients et les investisseurs qui nous ont fait confiance avec une hausse du prix qui est passée de 200 à 204 au 1er juin. Donc, une jolie revalorisation de 2%. Et qui s'additionnera évidemment, pour rappel pour les auditeurs, ces 2% de revalorisation viennent en fait s'ajouter à la performance classique, on va dire, qui est donc la distribution dont parlait David, et distribution dont tu disais que finalement les perspectives sur 2023 sont également très positives. Alors oui, c'est ce que je disais au début en introduction, on affine. Au début, on donne une fourchette, c'est normal. En plus, on a un fonds en croissance. Donc, quand un fonds double de taille, il est en croissance, c'est un peu plus compliqué au tout début, au 1er janvier, de donner des perspectives de distribution. Mais donc, on avait annoncé entre 6,5 et 7,5. Aujourd'hui, on a réduit la fourchette. On pense qu'on sera entre 7 et 7,5%. Donc, ce qui veut dire que ça nous fait là aussi une jolie performance, un joli taux de distribution pour l'année 2023. Et puis, une performance on va s'apprêter exceptionnelle. à préparer 2024. On est déjà en cours. Exactement. Et alors, attends, parce que j'en profite directement parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui nous posait un auditeur qui nous posait la question sur la répartition. Alors, si mes conseillers ont bien fait leur boulot, normalement, la répartition doit être à jour soit au T1, soit au pire du T4 dernier. Donc, la répartition, attendez, mince, je vais vous le mettre en français parce que je ne sais pas pourquoi je suis parti en anglais, mais pour répondre à l'auditeur, la répartition en termes de typologie de biens, c'est ce qu'on voit ici. David, peut-être que tu veux nous en faire un petit commentaire. Alors, la répartition, effectivement, elle bouge beaucoup parce que dans un fonds ouvert, ça bouge à chaque moment. On a acheté, par exemple, depuis le début de l'année, 6 actifs. Sur ces 6 actifs, il y en a 3 qui sont à Dublin et 2 qui sont en Espagne. Donc, on a déjà des actifs à l'étranger de manière importante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'initialement, on était sur une allocation cible de l'ordre de 50%, 50-50 entre la France et le reste de l'Europe. Aujourd'hui, de par le biais opportuniste qu'on a choisi d'aller davantage à l'Europe, on est aujourd'hui sur une répartition qui est plus proche de 70-30. Ça, c'est la première chose. On a une répartition aujourd'hui 70-30 sur le portefeuille. Alors, on est en train de recharger un petit peu la France, donc ça va peut-être augmenter un petit peu la France d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, on aura plus d'étrangers que de France. Ça, c'est sûr. Sur le portefeuille, on a du bureau qui oscille entre 40 et 50% du portefeuille, suivant les moments, 40% étant plutôt la cible qu'on a sur ce type d'actifs. Et aujourd'hui, on a renforcé le commerce. On a renforcé aussi le life science, puisque, alors c'est un laboratoire, puisqu'on a acquis en Espagne, dans la banlieue de Barcelone, dans la province, de la région de Catalogne, on a effectivement acheté l'équivalent du CNRS français, mais en Espagne, sur des conditions financières exceptionnelles, puisqu'on a pu, comme c'est
dire, comme c'est un organisme para-étatique qui fait de la recherche fondamentale, on a pu signer un bail de 30 ans. Ça, c'est quelque chose qui arrive jamais. Moi, c'est la première fois que j'en signe un dans ma carrière, donc ça s'arrose. Mais ce qui veut dire qu'en fait, on a sur ce produit, aujourd'hui, et on voit bien la hausse des taux et l'impact de la hausse des taux et de la répartition géographique du portefeuille, on a 25 actifs en portefeuille qui génèrent un rendement moyen de l'ordre de 6,75% et qui sont avec une durée ferme des baux, donc une visibilité des flux, une durée ferme des baux moyenne de l'ordre de 9 ans. Donc, on a 9 ans de flux à 6,75 indexés aujourd'hui dans la SCPI à périmètre constant. Voilà où on se situe. C'est exceptionnel. Donc, j'ai vu, donc, Gabriel, on a répondu du coup directement à votre question en live. Merci beaucoup, David, pour ton partage d'expertise, ton partage d'informations. Et je te souhaite une excellente soirée. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, David. Au revoir. Au revoir.